CM Punk est une immense fraude. La nouvelle Bloodline ne fait peur à absolument personne. Le catch n'est plus à son apogée en France depuis Backlash. La WWE devrait faire une émission type Drive to Survive comme l'a fait la Formule 1 pour attirer de nouveaux fans. Voilà quelques exemples d'avis qu'on peut retrouver sous le tweet que j'ai posté il y a quelques temps sur Twitter. Et donc comme chaque mois je vais réagir à vos avis les plus controversés concernant le catch. Donc si vous en avez vous aussi personnellement que vous n'avez pas eu l'occasion de me partager ou que vous voulez réagir à ceux qui ont été donnés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et sur ce, il est l'heure de revenir sur les avis les plus impopulaires du catch. Alors, pour commencer cette vidéo, c'est un des avis que j'ai mentionné au début. Quelqu'un nous dit que Solo Sikoa et cette Bloodline 2.0 ne dégagent absolument rien et ne fait peur à personne, vite le retour de Roman Reigns. Alors, vous le savez, si vous connaissez ce type de vidéo, d'habitude j'essaye de donner un avis un peu tranché, savoir si je suis plutôt pas d'accord ou plutôt d'accord. Et sur celui-là, je comprends totalement ce que la personne veut dire, donc j'aurais plutôt tendance à dire que je suis d'accord, même si j'ai quand même encore quelques réserves. En fait, sur le papier, je trouve que la Bloodline dégage une certaine chose. Évidemment, l'aura n'est pas du tout la même que celle de Roman Reigns, et c'est parfaitement normal. Je pense que d'ailleurs, c'est un petit peu volontaire de la part de la WWE, parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait The Rock derrière tout ça. Mais d'un autre côté, je vois aussi beaucoup de problèmes avec cette Bloodline, et notamment le principal, c'est qu'ils essayent de les faire passer pour des mecs plus dangereux, plus violents que pouvait l'être la Bloodline précédente avec Roman Reigns, et on l'a vu avec ce que Paul Heyman a dit à Kevin Owens, qu'en gros Roman Reigns le respectait, que c'était pas le cas de cette nouvelle Bloodline, et en soi ça pourrait être une excellente direction. On pourrait vraiment avoir trois mecs qui respectent absolument rien, qui vont même aller tabasser Nick Aldis ou même Adam Pearce, c'est des anciens catcheurs donc pourquoi pas, et à la place de ça on a certes des mecs qui vont être un peu plus violents, qui vont pas hésiter à utiliser des objets etc, mais qui en même temps du coup vont parfois paradoxalement passer pour des mecs plus faibles. Je prends pour exemple ce qui s'est passé à SmackDown quand ils ont affronté les Street Profits et Kevin Owens. Bon, maintenant ça fait quelques temps que ça a eu lieu donc je vous spoil rien. En fait Solo Sikoa a juste décidé de frapper un de ses adversaires avec une chaise, ce qui en soi pourrait être logique s'il avait pas été participant du match. Il aurait pu dire qu'il avait pas confiance en ses amis ou j'en sais rien, mais là il est dans le match, donc en fait ça veut dire qu'il a même pas confiance en lui-même pour gagner le match normalement par tomber et ensuite attaquer le mec avec une chaise. Et je le répète, je comprends parfaitement que l'idée c'est de les faire passer pour des mecs plus violents, plus dangereux etc, mais pour moi ça passe aussi par des victoires clean entre autres, et notamment là je pense que Angelo Dawkins ou Montez Ford, je pense pas qu'une défaite clean contre Solo et la Bloodline leur aurait fait trop de mal, et donc c'est mon principal problème avec cette Bloodline 2.0, et c'est aussi pour ça que je comprends totalement l'avis de cette personne sur le fait qu'il dégage pas grand chose, ou en tout cas qui dégage pas exactement ce qu'il voudrait dégager, et je pense que le seul truc qui leur manque c'est d'amplifier encore ce côté violent et peut-être de vraiment gagner les matchs et d'après attaquer les mecs. Donc voilà, c'est un premier avis sur lequel je peux pas trancher à 100%, je comprends un petit peu le pour et le contre, et je comprends certainement une chose, c'est qu'on peut pas du tout dire que cette Bloodline est à la hauteur de celle de Roman Reigns, ce qui en fait est un petit peu normal. Avis suivant, les géants comme Omos, Strowman, Big Show devraient être construits comme des champions puissants et non des mid-carders, peu importe leur niveau in-ring. Là pour moi ça va aller très vite, je suis pas du tout d'accord, je pense que justement le niveau in-ring c'est peut-être pas le point central, c'est-à-dire que tant pis si un mec a un niveau in-ring moyen, s'il est excellent dans tous les autres domaines, c'est pas dérangeant, en tout cas à mes yeux, je comprends que ça puisse être pour d'autres personnes, mais au même titre que je pense qu'une qualité comme par exemple le in-ring ne doit pas être la seule qualité nécessaire pour être mis en avant, je pense que le fait d'être un géant c'est la même chose. C'est-à-dire que t'as beau faire 2 mètres 150 kg, si les fans ne réagissent pas quand t'es là, que t'arrives pas à faire des bonnes promos et que t'es pas incroyable dans le ring, bah pas de raison de te mettre en avant en tant que champion. Alors là je comprends que la personne ait précisé uniquement indépendamment de leur niveau in-ring, mais en considérant par exemple qu'ils étaient bons dans tout le reste. Le problème c'est que malheureusement les trois noms qu'il a cités, que ce soit Omos, Strowman ou le Big Show, bah ils ont jamais énormément brillé par leur capacité autre, et je pense que si un jour à la WWE il y a un géant qui vraiment résonne de fou avec les fans, arrive à avoir un talent monumental au micro et vraiment juste trop fort à tous les niveaux, mais que bah dans le ring bah il a un catch de géant qui du coup est un petit peu plus lent etc, honnêtement là oui je serais totalement partant pour le mettre en avant au même titre que n'importe quel autre catcheur, mais je suis pas d'accord avec l'idée de dire que être un géant, peu importe si on est bon dans le ring ou pas, c'est suffisant pour être mis en avant. Avis suivant qui m'a été donné, il y a trop de heel champions, c'est devenu prévisible que lorsqu'il y a un heel turn, la superstar heel va détenir un titre prochainement. A l'inverse, un face galère à monter en haut de la carte, et c'est souvent avec le côté underdog qu'il va percer. Bon là, contrairement à l'avis précédent, je suis juste totalement d'accord. Et le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie solution à ce problème là, parce qu'en fait, quand on est face, donc c'est-à-dire apprécié des fans, pour ceux qui ont pas la ref des mots heel et face, donc heel t'es pas aimé par les fans, face t'es aimé par les fans, bah j'ai l'impression que du coup en tant que face, donc favori des fans, c'est très difficile de le rester en tant que champion suffisamment longtemps, sans recevoir des critiques comme on peut recevoir John Cena, comme peut recevoir Cody aujourd'hui, bah c'est juste un super héros qui gagne tout le temps. A l'inverse, quand t'es heel, c'est hyper simple d'être un heel et de garder son titre pendant de nombreux mois, parce que bah, un champion heel, il peut très bien gagner ses matchs de manière légitime et ça va frustrer les gens, et c'est ce qu'on cherche. Soit il peut gagner ses matchs en trichant, en utilisant des amis ou en utilisant des techniques un peu de lâche, et ça rentre parfaitement avec son personnage, et donc c'est pas déconnant et les gens vont pas se lasser du règne. Et j'ai l'impression que la WWE a un petit peu peur en ce moment, et même depuis de très nombreuses années, de mettre un vrai champion top face comme ils peuvent le faire actuellement
actuellement avec Cody, avec comme simple justification que il est gentil, il est apprécié par les fans et il gagne parce qu'il est juste plus fort que les autres. Et donc autant je suis parfaitement d'accord avec cette personne, c'est-à-dire que c'est sûr que les heals ont plus souvent des règnes qui sont construits et qui sont plus développés que les faces, et on le voit actuellement avec Bayley. J'ai vu beaucoup d'avis de gens qui se plaignaient du règne de Bayley, beaucoup de gens qui se plaignaient du règne de Sami Zayn, de Cody Rhodes. C'est trois faces qui ont un titre de champion et dont les gens vont beaucoup critiquer le run. Et c'est aussi au final le problème de l'underdog, qui était le cas avec les trois noms que je viens de citer là, c'est qu'en fait, tant que la personne n'a pas le titre, elle va être énormément soutenue, et à la seconde où elle récupère la ceinture, souvent j'ai l'impression que les entreprises ont du mal à raconter quoi que ce soit derrière. Donc autant je suis totalement d'accord avec la personne et je pense que son avis est légitime et qu'il est important aussi à être soulevé, autant j'ai pas vraiment de solution à y apporter, j'ai pas d'idée en tête de manière de bien construire un face, parce qu'évidemment tu vas pas faire tricher un face à moins d'avoir un Eddie Guerrero, mais c'est vraiment du gars qui arrive une fois tous les 1000 ans. Mais voilà, c'est un truc qui est assez compliqué de réinventer, etc. Donc si vous avez des idées pour réinventer ces règnes de heal et de face et proposer quelque chose de tout nouveau, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais j'avoue qu'à titre personnel, autant je trouve que c'est un problème important et qui peut lasser certains fans, donc je pense qu'il faut le mentionner, autant j'ai absolument pas de solution. Allez, avis suivant, quelqu'un nous dit que Charlotte n'aurait pas le même palmarès si elle n'avait pas le nom de son père. Donc, pour ceux qui connaissent pas Charlotte, déjà c'est une catcheuse de la WWE qui est la fille de Ric Flair, l'un des plus grands de tous les temps, qui est le mec qui détient le plus de titres à la WWE historiquement, et c'est sûr que si aujourd'hui on regarde le palmarès de Charlotte, il est sacrément rempli. Il y a beaucoup de titres mondiaux, il y a beaucoup d'accomplissements qui font qu'elle est énormément mise en avant, et c'est vrai que c'est un reproche qui lui a beaucoup été fait, qu'elle serait jamais arrivée à cette position si elle n'était pas la fille de Ric Flair. Le truc c'est que, à titre personnel, j'ai un avis qui est un petit peu différent par rapport à tout ça, c'est que autant je pense que une fois qu'elle était à la WWE, elle avait l'aura et le talent et tout ce qu'il fallait pour avoir autant de règnes qu'elle a pu en avoir, et on le voit par exemple avec Becky qui a quasiment le même palmarès, enfin peut-être pas, mais en tout cas qui a un palmarès très impressionnant alors qu'elle est la fille de, juste de son père quoi. Enfin oui bon, je sais que c'est évident, mais je veux dire dans le sens où il est pas catcheur, mais du coup, donc je pense que Charlotte, elle aurait peut-être eu le même palmarès. Par contre, le truc qu'elle aurait peut-être pas eu, c'est la chance d'intégrer la WWE. Dans le sens où peut-être qu'avec le talent athlétique qu'elle avait et tout ce qu'elle avait dans sa vie à ce moment-là, si son père avait pas été catcheur, peut-être qu'elle se serait juste absolument pas dirigée vers le catch, ou alors qu'elle s'y serait dirigée, mais peut-être que, comme énormément de catcheurs qui sont ultra talentueux, elle aurait peut-être jamais percé et elle aurait jamais rejoint la WWE. Donc je peux comprendre que ce soit un peu facile de dire que oui, Charlotte elle a juste réussi grâce à son nom. Je suis pas d'accord sur le principe, dans le sens où on a vu énormément de catcheurs et de catcheuses ne pas être enfants de personnes qui étaient dans le catch et pourtant avoir énormément de succès, et à l'inverse on a vu beaucoup de fils de catcheurs et de catcheuses et qui ont eu très peu de succès. Je pense par exemple à justement l'un des fils de Ric Flair, David Flair, qui a eu zéro succès dans le catch. Autant par contre c'est pas impossible que si elle avait pas été la fille de Ric Flair, elle serait juste pas arrivée dans le catch, ou en tout cas pas à la WWE, et donc de ce fait là elle aurait pas eu ce palmarès. Par contre si elle avait rejoint la WWE, je pense qu'avec tout le talent qu'elle a, ça fait peu de doute sur le fait qu'elle aurait eu une carrière quasiment aussi importante que celle qu'elle a aujourd'hui. Allez, avis suivant, une émission type Drive to Survive, donc le documentaire Netflix sur la Formule 1 pour la WWE, serait tellement bénéfique et extraordinaire. Alors là mon avis il est très simple, je suis à 100% d'accord, et ce serait trop bien à la fois pour le catch en général que pour la WWE qui en plus a un contrat avec Netflix d'ici 2025. En fait pour moi c'est très simple, presque le problème du catch principal aujourd'hui qui fait que c'est décrié par tout le monde, et c'est terrible de dire ça, c'est que beaucoup de gens ont encore cette vision négative en disant le catch c'est faux, c'est pas intéressant, j'ai pas envie de voir des mecs faire semblant de se battre. Et même si ce truc là, ça fait des années que les fans de catch essayent de lutter contre et d'expliquer aux gens et tout, il faut pas oublier qu'il y a finalement pas si longtemps que ça, c'était presque un secret ce truc là. Et je pense qu'avoir un documentaire sur une plateforme aussi importante que Netflix qui dit officiellement oui le catch c'est faux, mais voilà ce que c'est, voilà quelles sont les coulisses un petit peu de la WWE, voilà quelles sont les histoires les plus intéressantes. Évidemment il y aura des trucs romancés, et il me semble c'est aussi le cas avec Drive to Survive que je n'ai pas vu d'ailleurs. Il y a forcément des trucs qui seront romancés, qui seront tournés d'une certaine manière pour donner un résultat peut-être un peu plus épique ou un peu plus intéressant, mais à terme ça aura cet impact de dire oui le catch c'est faux, mais voilà pourquoi c'est bien. Et je pense que y a rien de mieux que quelque chose d'aussi mainstream qu'une plateforme comme Netflix qui fait des documentaires, des trucs dans le genre, pour justement aider le catch à être encore plus mainstream et expliquer aux gens qui ont comme argument principal j'aime pas parce que c'est faux, qu'en fait en allant au-delà on peut découvrir des choses très cool. Après j'en profite aussi pour faire une petite précision parce que je sens que ça va arriver si jamais ce documentaire a lieu, et je sais qu'il y avait justement des rumeurs comme quoi potentiellement ça pouvait être une idée de la WWE et de Netflix. En tant que fan de catch, il va falloir faire très attention à pas tomber dans le truc horrible de ce qu'on appelle le gatekeeping, c'est-à-dire dire aux gens qui sont nouveaux dans le domaine, qu'ils y connaissent rien, qui sont pas les bienvenus, et que en fait non toi t'as découvert le catch avec le documentaire Netflix, casse-toi, t'es pas le bienvenu. Alors je sais pas du tout si c'est ça qui s'est passé avec la F1, j'imagine un petit peu comme dans absolument tous les domaines parce qu'il y en a partout, mais je pense que au contraire il faudrait redire
rediriger ces gens vers les émissions hebdomadaires de la WWE, que ce soit sur AB1 ou sur Netflix, peu importe comment est-ce que ça se passe à ce moment-là. Essayer de justement pousser le catch en avant encore plus qu'on a pu le faire ces dernières années et accueillir ces gens à bras ouverts, leur montrer que sur le WWE Network, il y a beaucoup de documentaires qui peuvent leur permettre de vivre des grandes rivalités, etc., de découvrir encore plus d'aspects du catch qu'ils n'ont pas forcément découvert avec ce documentaire. Donc voilà, en tout cas sur l'avis de l'émission type Drive to Survive, je suis parfaitement d'accord. Avis suivant, quelqu'un nous dit que les défenses de titres dans les shows hebdomadaires, donc Raw ou SmackDown, ne servent à rien. Les règnes durent des mois sans jamais être défendus, mais on sait pertinemment que l'échange se fera en PLE. Logan Paul va finir avec un règne de 300 jours avec 3 défenses, c'est ridicule. Alors là c'est un peu bizarre, mais je partage l'intégralité de l'avis, sauf la première phrase en fait. C'est-à-dire que justement je pense que les défenses de titre en show hebdomadaire c'est hyper important, et par contre je pense que le titre devrait de temps en temps changer de main dans des shows hebdomadaires, et je trouve d'ailleurs que pour raconter des histoires et pour raconter des rivalités, parfois ça pourrait être absolument excellent d'avoir un changement de titre en weekly, et ensuite d'avoir une défense en PLE avec pourquoi pas le champion qui récupère sa ceinture, ou en tout cas la rivalité qui perdure sur plusieurs mois après avec plusieurs défenses en PLE. Alors attention, par contre je suis pas du tout en train de dire qu'il faut qu'il y ait des défenses toutes les semaines, juste de temps en temps, et que parfois, assez exceptionnellement, ou peut-être, j'en sais rien, une fois tous les 6 mois par exemple, il y ait un titre qui, une fois défendu en weekly, il est perdu par le champion. Parce que là, sur le principe, je suis assez d'accord avec la personne, actuellement, tous les règnes de champions, personne n'imagine qu'ils vont se terminer dans un show hebdomadaire type Raw ou SmackDown. Ça arrive parfois que les champions défendent leur ceinture, ça arrive par exemple avec Cody Rhodes, c'est arrivé il y a quelques temps, mais déjà, Cody Rhodes, on se doute très bien qu'il va pas perdre son titre tout de suite, et encore moins en weekly dans un match un peu random. Et du coup, je pense que parfois ça peut être bien de faire justement des Cody Carmelo Hayes, c'était très cool, mais je pense aussi que parfois il faut oser mettre des matchs entre deux rivaux en weekly. Déjà, ça peut faire une audience très cool parce que ça donne un match d'importance PLE en show hebdomadaire, mais en plus, si t'arrives à surprendre les fans et à donner un changement de titre un petit peu de nulle part, je pense par exemple au titre intercontinental qui pourrait totalement changer de main dans un show hebdomadaire, ça donne une justification supplémentaire pour regarder tous les Raw et les SmackDown et pour pas sauter les matchs quand il y a un titre qui est en jeu. Et c'est un petit peu triste, mais je sais que c'est un truc que j'ai tendance à faire quand je vois un match pour un titre où je sais très bien qu'il va pas changer de main à Raw ou à SmackDown, j'ai tendance à un petit peu accélérer le match, à passer des moments et tout, parce que je connais le résultat, et autant je suis pas forcément de l'avis de dire que tout ce qui est trop prévisible est nul à chier, autant parfois j'aime bien être surpris, et en l'occurrence quand je sais très bien ce qui va se passer à 100%, qu'il y a aucun doute, et que en fait le match va même pas essayer de me faire douter, forcément ça m'intéresse beaucoup moins. Donc sur l'avis général du fait qu'on sait très bien que les titres ils vont changer que en PLE et que c'est un petit peu dommage, je suis d'accord. Par contre je trouve que justement les défenses dans les shows hebdomadaires ne servent pas à rien, qu'elles devraient justement être plus fréquentes et que parfois elles devraient finir par juste un nouveau champion. Avis suivant qui là je le sais va être extrêmement controversé, on me dit que si Roman Reigns doit revenir dans les semaines à venir, je pense qu'il devrait faire partie de l'échange avec la TNA pour établir sa légende encore plus haut et pourquoi pas écrire l'histoire avec un double champ TNA WWE. Alors, je comprends l'idée de la personne, côté historique d'avoir un Roman Reigns qui se permet d'aller chercher un titre dans une autre promotion, etc. Mais il y a deux choses pour moi, c'est que je pense pas que ce soit une bonne idée, et d'un autre côté, je pense que ça n'arrivera jamais. Déjà, si on a pu voir avec NXT des petits échanges avec la TNA ou même dans le Royal Rumble et que c'est très très cool, ça me paraît assez peu probable qu'un titre de NXT, de WWE ou de TNA aille dans l'autre promotion. Parce que autant pour la TNA ça peut être intéressant, ça peut leur faire de la pub, etc. Autant pour la WWE ça peut aussi être cool pour raconter des histoires, autant c'est clair que d'un point de vue business, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire, à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre. Donc je pense que l'échange, dans la mesure où il est fait de la manière dont il l'est actuellement, c'est-à-dire avec un catcheur d'une entreprise qui va dans l'autre pour faire quelques combats, etc., c'est très bien, mais je pense déjà que ça doit se réserver à des catcheurs qui sont peut-être un peu plus bas dans la carte, parce que ça me paraît vraiment audacieux de la part de WWE d'envoyer sa plus grande star à la TNA, ou même d'avoir le titre TNA défendu dans un Raw ou un SmackDown ou même un PLE serait un peu bizarre, je pense. Et en plus de ça, je pense que donner le titre d'une des deux promotions à un catcheur de l'autre, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc à titre personnel, je pense pas que ce soit intéressant d'avoir un Roman Reigns qui débarque et qui fait partie de l'échange avec la TNA, et encore moins qui récupère le titre TNA, parce que déjà ça enlèverait la possibilité d'être champion TNA à beaucoup de gens du côté de la TNA justement, qui eux en ont bien besoin et pour qui ce serait très cool. Roman Reigns, je pense pas que ça lui apporte grand chose de plus, ce serait historique pour l'image TNA WWE, mais en soi en termes de palmarès, beaucoup de gens voient le titre TNA comme quelque chose de moins important, et même objectivement à l'échelle du catch, c'est sûr que le titre WWE a plus de prestige malheureusement, ça on n'y peut rien, c'est juste que l'entreprise est plus grande donc c'est normal, et donc je vois pas trop ce qu'il irait faire avec un titre TNA, donc je suis plutôt pas d'accord avec cet avis là. Avis suivant qui dit que R-Truth méritait mieux quand il était heel, au final ça a plutôt flop et je trouvais qu'il avait du potentiel pour continuer dans cette gimmick. Alors là je sais que beaucoup vont se rappeler de l'époque où j'avais tiré de fou furieux sur Capital Punishment en disant que ça n'avait aucun sens, que le main event John Cena R-Truth c'était une catastrophe, etc., et que ce show global était pas ouf et que c'est l'un des plus nuls dans l'histoire. Évidemment il y a beaucoup de choses qui ont été exagérées dans cette vidéo, finalement
c'est sûr qu'il est pas incroyable, mais il y a bien pire dans l'histoire de la WWE. Mais c'est sûr que voir R-Truth sortir un petit peu de nulle part malgré toute la carrière qu'il a derrière, devenir heel et ensuite défier John Cena dans le main event d'un pay-per-view, bah à l'époque ça faisait quand même extrêmement bizarre. Et le truc c'est que par rapport à la vie de la personne, je suis plutôt d'accord dans le sens où je pense que R-Truth en tant que heel, il aurait pu avoir bien plus de potentiel si ça avait été poussé plus longtemps et si justement on l'avait pas immédiatement mis contre John Cena pour le titre WWE. C'est presque un peu bizarre que je dis ça parce que j'ai toujours tendance à dire qu'il faut oser faire des trucs et mettre des gars contre des champions à tout va et essayer des trucs avec les gens, mais là je pense que justement R-Truth pour essayer, il aurait peut-être fallu plutôt le faire monter progressivement et ensuite lui donner ce truc de il a montré qu'en tant que heel il était redevenu sérieux, qu'il pouvait gravir les échelons progressivement et se diriger vers un titre de champion, et là pourquoi pas t'aurais carrément pu effectivement aller plus loin comme le demande la personne et lui donner carrément un titre de champion, peut-être pas contre Cena, peut-être plutôt le titre poids lourd, mais je pense que ça aurait pas été déconnant de faire ça. Et le problème de l'époque c'est que j'ai l'impression que ça a été un petit peu fait à la va-vite, je sais pas, je me suis pas encore renseigné sur cette histoire là, je sais pas s'il y avait des raisons derrière des officiels ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on a tenté R-Truth heel, ça a duré quelques temps, on lui a donné un match contre John Cena et ensuite on l'a baladé un peu à droite à gauche jusqu'à ce qu'il redevienne face, et ça pour moi c'est un petit peu dommage. Donc au global je suis plutôt d'accord avec cette personne, je pense que ça a été un petit peu un gâchis, pas dans le sens où aujourd'hui j'aimerais qu'il soit encore heel, je trouve qu'il est excellent dans son rôle et il est parfait et il faut pas qu'il bouge, mais à l'époque je pense que ce run de heel ça lui aurait peut-être permis d'avoir beaucoup mieux et ça aurait je pense été très sympa. Allez, avis suivant qui nous dit que Randy Orton doit rester babyface jusqu'à la fin de sa carrière. On va faire très court, je suis pas d'accord, je trouve que autant Randy Orton il est très cool, le côté légende est exceptionnel et je suis très content qu'il ait été face à Backlash parce qu'on lui a donné son ovation, on a chanté sa musique d'entrée, c'était une régalade etc. Mais je pense que même s'il est beaucoup critiqué, que certaines personnes disent qu'il est en fin de carrière, qu'il va plus jamais faire quoi que ce soit et qu'il faudrait qu'il arrête de catcher tout simplement, je pense qu'il a encore en lui un bon gros run de heel bien à l'ancienne. On a vu en 2020 il est revenu de nulle part avec un run heel absolument dingue qui rappelait énormément celui de 2009 et qui même pour certains était mieux, donc je vois pas pourquoi encore 4-5 ans plus tard, malgré sa blessure, il aurait pas encore en lui un run de bon gros heel qui en plus lui permettrait de continuer à catcher de la manière dont il catch actuellement, et les gens auraient beau le critiquer, il pourrait s'en foutre vu qu'il est heel de toute façon. Donc voilà, moi je pense pas qu'il doit rester babyface jusqu'à la fin de sa carrière, je pense qu'il doit peut-être revenir heel pour avoir un gros run, rivalité contre Cody Rhodes etc, et évidemment au moment de prendre sa retraite, là redevenir le babyface et compagnie. Mais voilà, pour moi Randy Orton ça restera toujours l'un des plus grands heels de tous les temps, donc bien sûr que j'ai envie de le revoir dans ce personnage d'ici la fin de sa carrière, donc je suis pas d'accord avec cet avis là. Ensuite, avis suivant, on nous dit que depuis Backlash on s'ennuie et le catch n'est plus à son apogée car on a atteint notre objectif final d'avoir un pay-per-view en France. Alors là encore une fois malheureusement je suis pas du tout d'accord, je comprends la pensée générale d'avoir le blues un petit peu post-backlash et ça se comprend, vivre un show en live versus le vivre à la télé c'est pas du tout la même chose, mais je pense qu'on n'a pas du tout dépassé l'apogée du catch en France et je pense pas du tout que le catch est en train de s'effondrer, d'autant que là va y avoir SummerSlam qui va arriver avec très certainement le retour de Roman Reigns, The Rock etc. L'année prochaine je pense que WrestleMania 41 ça risque d'être quelque chose de très très gros aussi, donc c'est sûr que là on est peut-être dans une période un petit peu de mou, c'est toujours le cas avec la période post-WrestleMania, mais je pense pas du tout que Backlash était l'apogée du catch en France et je pense qu'il y a encore de très belles choses à venir pour la WWE, mais au-delà de ça je pense que justement Backlash c'était qu'une étape, très certainement qu'à l'avenir, et ça a été dit à plusieurs reprises, la WWE reviendra, si la hype à ce moment-là est peut-être un tout petit peu plus basse, elle remontera évidemment avec un nouveau show, et si elle est toujours aussi haute, ce que à titre personnel je pense, elle sera encore plus haute parce que les gens seront juste hyper contents de revoir la WWE en France. Donc je suis pas vraiment d'accord avec cet avis, je comprends le côté blues post-Backlash parce que on a eu ce gros moment où on a vraiment choqué le monde et on était trop fiers d'avoir enfin accompli ce truc là, mais je pense pas que c'est la fin de l'apogée du catch en France après Backlash. Allez, on y arrive, le dernier avis de la vidéo qui est aussi le titre de la vidéo. CM Punk est une fraude, un match plutôt nul égale une blessure, il n'a plus le niveau in-ring pour la WWE qu'il se contente de faire des promos. Alors, CM Punk, c'est un secret pour personne, c'est littéralement le mec probablement le plus controversé du catch, pas dans le sens où il a fait des dingueries en dehors du catch, mais justement dans le sens où à l'intérieur du catch, au sein de la communauté des fans, il y a beaucoup de gens qui vont l'adorer, qui vont considérer que c'est l'un des meilleurs de tous les temps, qui sont trop contents de le revoir à la WWE, qui ont hâte de voir la suite, etc. Et d'un autre, les gens qui soit ont été dégoûtés de ce qu'il y a pu avoir par le passé chez AEW, etc. et qui du coup considèrent que c'est un hypocrite, etc. Soit les gens qui juste disent que c'est bon, il a passé son prime, que là, c'est vrai, il est revenu et il s'est blessé en très peu de temps, et que finalement à la AEW ça avait été plus ou moins le cas aussi, il s'était blessé à de très nombreuses reprises et en vrai il avait jamais eu l'occasion d'avoir un full run très très long sans blessure, et donc il y a vraiment cette opposition entre les fans qui l'adorent et ceux qui le détestent, et en fait c'est un petit peu ça qui fait le personnage de Punk aujourd'hui. Mais autant je trouve que c'est pas un reproche qu'on peut lui faire d'être clivant comme ça, d'avoir d'un côté des gens qui l'adorent, d'un côté des gens qui le détestent, au contraire je trouve que c'est un truc un petit peu original. Par contre là où je suis assez d'accord c'est sur le point de vue purement catch, dans le sens où malheureusement CM Punk actuellement, je sais pas s'il en a pris conscience, je parle pas en son nom,
évidemment, mais il peut plus catcher aussi fréquemment qu'il le pouvait à une certaine époque. C'est un truc qu'on est obligé de reconnaître, je l'ai dit, à la AEW c'était le cas, à la WWE c'est le cas aussi. Malheureusement, à chaque fois qu'il tente de faire un truc un petit peu trop ambitieux, bah, il finit par se blesser. Et ok, à la AEW, il a pu avoir des semaines où il était là, où il catchait régulièrement, etc. et où il s'est pas blessé, et tant mieux pour lui, mais le fait est que souvent quand il avait un gros match, quand il avait quelque chose d'important, bah malheureusement ça se soldait souvent par une blessure, et c'est sûr que avec un corps qui fragilise avec les années qui passent, bah tu peux pas forcément continuer à catcher à plein temps et être là chaque semaine pour avoir un vrai run de plein d'actifs à la WWE. Et le truc c'est qu'en fait, j'ai presque l'impression qu'il est dans un dilemme entre guillemets. D'un côté, il a pas envie d'être part-timer, etc. parce que c'est presque un truc contre lequel il a lutté toute sa vie, mais d'un autre, bah il se rend bien compte que son corps lui permet pas d'être là chaque semaine et de faire des dingueries. Et donc le truc c'est que je pense qu'au final, dire qu'il devrait se contenter de faire des promos, bah c'est pas si déconnant que ça, dans le sens où je suis pas contre le fait qu'il fasse un match de temps en temps, c'est-à-dire que là par exemple, oui il y a une bonne feud avec Drew McIntyre, il va faire un match avec, etc. mais je trouverais ça bien que CM Punk soit utilisé un petit peu comme une attraction, un mec qui apparaît de temps en temps pour les gros événements, qui va faire un gros match par exemple à SummerSlam, à WrestleMania, etc. de temps en temps, mais qui de manière hebdomadaire est soit là pour faire des promos, soit aux commentaires, soit est un petit peu une présence presque, alors ça va peut-être en choquer certains, mais presque comme Sting à la WCW, c'est-à-dire un mec qui en fait peut juste faire des petites apparitions comme ça où il casse la gueule à un mec parce que je sais pas, sa gueule lui revient pas ou il a une raison de le faire, et qui de temps en temps a un match quand c'est important, etc. Évidemment ce match là, le in-ring, ce sera pas le point central parce qu'on l'a vu en termes de blessures, c'est un peu compliqué, mais le truc c'est que voilà, c'est vrai que c'est difficile de nier l'évidence qui est que malheureusement le corps de CM Punk avec les années il fatigue et donc il est plus forcément en état de faire ce que lui dans sa tête aimerait bien faire, et c'est vrai que à son âge, avec la carrière qu'il a eue, etc., est-ce que la meilleure solution ce serait pas de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire de moins apparaître dans le ring pour faire plus de promos. Après, ça c'est l'avis que là on s'est formé en quelques temps à la WWE et avec ce qui s'est passé à la AEW. Absolument rien ne nous dit que quand il va faire son retour dans les prochains mois, j'imagine, il va pas d'un coup péter un plomb avec un bras en pleine forme, un corps plus fort que jamais, et qu'en fait il se blessera plus pendant la prochaine année en catchant toutes les semaines. Ça j'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr que ce qui s'est passé jusqu'à présent, malheureusement me porte à croire que c'est pas hyper facile pour lui de rester un catcheur actif encore très longtemps. Donc voilà, il y avait encore beaucoup d'avis évidemment sous le post, à chaque fois vous êtes très nombreux à réagir, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs je pense que je vais commencer à les poster sur YouTube aussi parce que vous êtes nombreux à pas avoir Twitter et je pense que c'est cool aussi de vous faire participer. Donc si vous voulez rester à l'affût des prochains posts pour les avis controversés, suivez-moi sur tous mes réseaux qui sont dans la description. Au moment où je vous parle, je suis en vacances donc je serai pas en live sur Twitch aujourd'hui ni même dans les prochains jours, mais n'hésitez pas quand même à me suivre là-bas pour ne pas rater le retour qui va revenir. J'avais évidemment besoin de vacances, ça fait quelques semaines que je vous en parle sur la chaîne, donc c'est chose faite au moment où je vous parle, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et à souhaiter bon courage à ceux qui travaillent encore pendant ces mois un petit peu chauds, et j'en profite aussi pour vous rappeler que la semaine prochaine, le dernier week-end de juin, le 28, 29, 30, je suis au Japan Tour Festival à Tours, donc pour ceux qui veulent me rencontrer, n'hésitez pas à faire le déplacement là-bas, ce sera un plaisir de vous croiser. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.